Cartier, Philippe Curé, adjoint à la culture de la ville de Metz, et Christine Gaudy, directrice de la programmation culturelle de la ville de Metz-et-Léman, pour avoir permis cette rencontre aujourd'hui, et bien sûr à Alain Damasio de l'avoir accepté. Merci beaucoup. Je dois vous avouer que depuis quelques jours, en préparant cette rencontre, je prends conscience de l'ampleur du phénomène Damasio. Parce qu'ici, à la médiathèque, on a souvent l'occasion de causer littérature avec nos usagers, des livres qu'ils ont aimés, des auteurs qu'ils apprécient. Mais là, avec vous, j'ai l'impression que c'est un cran au-dessus et que vraiment vos livres ont touché, ont bousculé et ont permis une réflexion intense chez certains. Donc merci pour ça, et moi je suis très curieuse, j'ai très hâte d'en savoir un petit peu plus sur vous et votre univers, et puis de découvrir aussi le spectacle tout à l'heure. Je vais laisser la parole à qui va en parler. Et bonne rencontre, il y aura un petit pot pour ceux qui ont envie de partager un verre avec la vente des livres possible juste derrière vous. Voilà. Bien, merci d'être là et aussi nombreux. Ça fait vraiment plaisir d'organiser cette conférence et cette réunion avec Alain Damasio. Donc je vais juste vous parler déjà un petit peu comment on va faire aujourd'hui. Je vais vous faire une petite présentation d'Alain Damasio dans un premier temps pour qu'on fasse connaissance avec lui. Après, je vous poserai quelques questions sur ces deux derniers, enfin pas deux derniers, mais deux livres qui sont quand même des livres importants, donc La vallée du silicium et Les furtifs, qui sont deux livres dont on parlera. Et ce soir, donc, il y a un spectacle, comme le disait Marion, voilà. Comme le disait Marion, donc c'est un spectacle en rapport avec Les furtifs. Hein, c'est des extraits, on va dire, c'est pas la totalité du livre, mais c'est... Non, là, on a essayé, mais c'était un peu long. Voilà. Et puis donc le dernier livre qui est La vallée du silicium. Voilà. Donc on en parlera un petit peu, on lui posera des questions un petit peu là-dessus, puis on vous donnera un temps de questions aussi, hein, vous pourrez lui poser les questions que vous souhaitez. Il y aura un temps aussi si vous voulez acheter quelques livres qui sont là-bas et lui faire dédicacer. On n'aura pas énormément de temps pour ça parce qu'après on va aller dans la salle et là il y aura une rencontre, après enfin, il y a le spectacle évidemment. Et puis il y a une rencontre qui aura lieu à l'issue de ce spectacle aussi, et là on pourra aussi rencontrer Alain pour des choses, disons, sur le spectacle vivant du coup. Là. Voilà. Donc petite présentation rapide. Alors tout d'abord, je remercie déjà la médiathèque de nous accueillir aussi. Hein. Franchement, ça c'est ce partenariat qu'on essaye toujours d'installer chaque fois que c'est possible. On est toujours bien accueillis ici, et j'en remercie la médiathèque. Voilà. Alors, pour présenter Alain, c'est pas simple parce que le CV est long, on va dire. Mais bon, j'ai essayé, puis tu me diras si vraiment il y a des choses sur lesquelles, voilà. Alors, tu es né à Lyon en 1969. Tu es diplômé de l'ESSEC. Alors l'ESSEC, c'est une grande école de commerce à Paris, hein, une école prestigieuse d'ailleurs. Et Alain Damasio choisit très tôt de prendre les chemins de traverse. Il s'isole dans le Vercors tout de suite après son diplôme. Et puis en Corse pour écrire. Alors c'est là que naissent les premiers textes, portés par une langue unique, ciselée, où chaque mot est un territoire d'exploration. Alors vous verrez, si vous avez eu l'occasion de lire ou si vous voulez le lire, vous verrez qu'il y a tout un travail sur les mots et le rythme des mots, la création de nouveaux mots, enfin on en parlera un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc il y a tout ce travail-là qui est pratiquement à la base de ton travail aussi, à l'origine. Son premier roman majeur, La zone du dehors, paru en 1999 et réécrit en 2007, s'inspire des travaux de Michel Foucault et de Gilles Deleuze pour nous plonger dans une société de contrôle aussi fascinante qu'effrayante. Puis vient en 2004 la Horde du Contrevent, véritable phénomène littéraire vendu à plus de 400 000 exemplaires et qui nous emporte dans un monde balayé par les vents perpétuels.
Ces deux œuvres révèlent déjà ce qui fait la signature d'Alain Damasio, une écriture sensorielle, une réflexion politique aiguisée et une capacité unique à créer des univers qui nous font repenser le nôtre. Donc c'est très politique chaque fois. Il y a le sujet, bien sûr on est dans la science-fiction, mais chaque fois la politique est très présente et la pensée politique est très présente. Alors ce soir nous allons particulièrement nous intéresser à deux de ces œuvres majeures, d'abord Les Furtifs donc, et paru en 2019, que nous aurons le privilège d'entendre dans la version musicale de ce soir, à la salle Janouillet. C'est un concert-spectacle qui a été créé avec le groupe marseillais Palo Alto. Ce roman vertigineux nous plonge dans un futur proche où des créatures invisibles, les furtifs, deviennent le symbole d'une résistance à un monde ultra connecté et surveillé. L'adaptation sonore que vous découvrirez ce soir n'est pas un simple accompagnement musical, c'est une réinvention complète de l'œuvre à travers le son, une expérience immersive unique qui donne une nouvelle dimension au texte. On est d'accord, c'est vraiment... J'espère, en tout cas. Alors nous parlerons également de son dernier livre, donc La Vallée du Silicium, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Alors dans cet ouvrage, Alain Damasio poursuit et approfondit sa réflexion sur ce qu'il appelle le techno-cocon. C'est pas le seul sujet, hein, mais c'est quand même un sujet central. Cette bulle technologique qui nous enveloppe et nous transforme nos rapports aux autres et au monde. Ce livre arrive à un moment crucial alors que l'intelligence artificielle soulève des questions fondamentales sur notre avenir. Car c'est là une autre caractéristique d'Alain Damasio, sa capacité à être non seulement un créateur, mais aussi un penseur de notre temps. Ses engagements ne se limitent pas du tout à la page écrite. Cofondateur de l'école des vivants dans les Alpes de Haute-Provence, il expérimente concrètement des alternatives au modèle dominant. Son parcours l'a également mené vers le jeu vidéo. Il a cofondé le studio Dontnod, comment tu prononces ? Dontnod, pardon. Et a participé à l'écriture de jeux remarquables comme Remember Me. Son travail a été récompensé par de nombreux prix prestigieux, plusieurs grands prix de l'imaginaire, le prix Imaginal, le prix européen Utopial, etc., etc. Là, il y en a, vous regarderez sur Wikipédia, il y en a. Mais au-delà des récompenses, c'est sa capacité à toucher un large public avec des œuvres exigeantes qui fait sa singularité. Il parvient à conjuguer innovation formelle et accessibilité, création artistique et engagement politique. C'est vraiment ce qui fait, je pense, ce que ton public aime dans tes livres, c'est qu'effectivement on ne trouve pas que de la science-fiction, mais il y a toute une réflexion autour. Et il y a aussi tout un travail sur la langue qui est vraiment un travail sur la littérature. Ce soir, nous aurons donc le privilège d'un double voyage dans les pages de La Vallée du Silicium qui interroge notre rapport aux technologies et dans l'univers sonore des Furtifs où la musique est un autre langage pour dire notre monde. Alors, mesdames, messieurs, je vous propose d'accueillir Alain Damasio, à qui nous allons parler, avec qui nous allons faire. Alors, la première question, Alain, c'était, alors, tu es né donc à Lyon, comme je le disais, d'un père carrossier et d'une maman qui était prof d'anglais. Voilà. Et cette double influence, manuelle et littéraire, est-ce que ça a eu une influence sur ton parcours ? Oui, tu te rends compte que t'es le produit de tes parents, t'as beau faire, t'as beau t'en défaire, t'as beau essayer de le refaire, tu es quand même issu d'un rapport au monde que te donnent tes parents. Moi je dis souvent que quand tes parents, moi je suis parent aussi maintenant, on te dit oui, je vais enseigner ce que je sais à mes enfants, etc. Mais en fait, tu enseignes ce que tu es, quoi. Tu enseignes vraiment ta présence au monde, ton rapport au monde, ta façon d'agir avec les gens, ta façon de te comporter. Et c'est ce que tes enfants ils retiennent en vérité de toi. Et moi j'avais deux parents, effectivement, ma mère était prof agrégée d'anglais, mais n'a jamais vraiment été une intello. Elle a horreur que je dise ça, mais c'est la vérité, quoi. Elle a été intello au moment de passer la grecque, mais ensuite, pas du tout, elle adorait le bricolage, et c'est vraiment ce qui la poussait. Et mon père était vraiment un manuel, un artisan profondément, vraiment. Donc il a été carrossier, et ensuite il a effectivement retapé beaucoup de maisons.
Et il y avait ce côté chez mon père extrêmement charnel, extrêmement sensuel, un côté épicurien, un côté grande gueule, un côté parlait très fort, il avait une voix très très puissante comme ça. Et ma mère était quand même plus, quand même un peu plus froide, plus cérébrale, plus qu'intello, je dirais cérébral. Et je pense que le mélange, moi j'ai un peu un mélange des deux, d'où le fait que mon écriture, je pense qu'elle est quand même très chargée au niveau sensoriel, au niveau sensuel. Et en même temps, j'ai un vrai goût qui est hérité de ma mère pour le concept, pour la réflexion, pour la philo. Je lis beaucoup de philo, je continue à en lire beaucoup. Et c'est une grosse source d'inspiration pour mon travail. J'ai toujours très fasciné par les philosophes. J'ai plusieurs amis philosophes que j'adore, comme Baptiste Morisot, Vinciane Després ou Yves Citon, qui sont des... J'aime beaucoup les côtoyer, j'aime beaucoup discuter avec eux. Donc il y a ce double côté. Voilà, il y a ce double côté. Je pense que c'est une chance quand tu écris, parce que tu as ce côté en littérature où tu vas croiser une dimension très émotionnelle, très chargée, très affective, avec une dimension forcément plus conceptuelle, plus rationnelle, plus cérébrale. Et quand tu arrives bien à les croiser, et surtout en science-fiction, parce qu'en science-fiction, tu as ce côté où tu dois créer des mondes, tu dois inventer des mondes, tu dois partir d'un cœur concept justement qui va déployer ton monde. C'est bien d'avoir les deux. Voilà, c'est bien d'avoir les deux. Sinon, tu as une littérature très froide, très intello, ou alors au contraire, tu as une littérature très émotionnelle, mais qui manque de fond, des fois, ou qui manque de vision. Quoi. Donc, moi, je suis grave à mes parents de m'avoir légué ce truc Tu revendiques bizarre. vraiment tes origines. Ouais, puis après, mes parents sont séparés. Quand j'avais 13 ans, vous imaginez un peu pourquoi, c'était quand même assez comme ça. Mais moi, j'ai hérité du double, voilà, je pense, la double dimension, j'espère, ouais, j'ai des impressions. Voilà. Alors, comme je le disais, tu as fait les secs, et après, tout de suite après, tu es parti dans le Vercors et ensuite en Corse. Ouais. Et en fait, on est vraiment dans des vents contraires, là, du coup. Hein. Oui. Comment ça s'est passé vraiment? C'est-à-dire comment on passe justement d'une école de commerce comme ça, où on apprend l'entreprise, le business, etc. Et tout d'un coup, on se dit, bah tiens, je vais écrire dans le Vercors. Ouais, c'était l'erreur de parcours, hein. Enfin, je pense qu'on a tous fait comme ça. Moi, je trouve ça extraordinairement difficile quand tu as 15-16 ans de choisir. On demande au gamin, moi je vois ma fille, elle a 17, où il demande de déterminer vers quelle carrière elle va. On ne se rend absolument pas compte dans quoi travaillent les gens, ce que ça veut dire un quotidien voilà, à la rigueur, un quotidien médiathécaire, tu arrives à peu près à te faire une idée, etc. Mais il y a plein de postes où tu ne peux pas te projeter. Et du coup, moi j'avais un côté très polyvalent, donc j'étais très bon en philo, en français, mais en maths aussi, etc. Et finalement, je ne voulais pas partir dans une classe littéraire à faire un Hippocagne où tu allais être monomaniaque de la littérature. Je pense que si j'avais fait ça, je n'aurais jamais écrit une ligne, parce que tu étudies tellement des auteurs qui sont extraordinaires ou des autrices extraordinaires que je pense que tu ne peux pas oser écrire après ça. Et de l'autre côté, Mathieu de Massemet, je ne voulais pas non plus, pour moi c'était trop, pareil, trop monomaniaque. Et entre les deux, en France, tu as ce truc-là, tu peux faire Sciences Po ou tu peux faire prépa HEC, où effectivement tu balayes un peu. Donc j'ai fait cette prépa, j'ai bien réussi et j'ai eu tous les concours. J'ai eu HEC, l'ESSEC, le CP. Alors j'ai refusé HEC parce que je ne voulais pas du tout avoir cette espèce d'étiquette élitiste que donne HEC. Mais l'ESSEC, c'est à peu près pareil quand même, sauf l'affichage, tu vois. Et j'ai débarqué, comme tous les gamins, tu vois, j'ai débarqué dans cette promotion de 250 étudiants et j'ai pris la claque directe, la claque que tu t'attends pas quand tu es fils de carrossier. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des fils de ministres, avec des fils d'avocats, des filles de grands chefs d'entreprise, et tu te retrouves avec des gens qui, à 98, 19%, font déjà partie de ce milieu-là, sont nés dans ce milieu, ont la culture de ce milieu, pour qui c'est presque naturel d'avoir ces écoles-là, parce que leurs parents avaient fait eux-mêmes l'ESSEC ou HEC. Et j'ai pris dans la gueule ce que mon bon Dieu appelle la reproduction sociale, quoi. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des gens qui tout simplement reproduisent ce que leurs parents avaient fait. Et moi, je faisais partie de ces rares gamins dont le chef de famille, il était carrossier, quoi. Voilà, c'était pas la télé. Mon père, il faisait pas de bouquin. Mon père me disait, ok, mon bouquin, il m'a transmis un truc, c'est la BD. J'ai lu beaucoup de BD. C'est pour ça que je dis aux parents, si vous avez des parents et que vous voyez vos gamins lire des BD, vous dire, non, c'est une catastrophe, il n'est pas normand. C'est pas grave. Ça marche aussi. Voilà. Moi, j'ai été éduqué par la BD, enfin, essentiellement. Hein. Je ne lisais pas de roman du tout adolescent. Hein. J'étais pas du tout. Donc, c'est les Torgal qui m'ont éduqué, qui ont éduqué même mon imaginaire, les vagabonds des limbes, des choses comme ça. Et du coup, je me prends cette claque-là et je passe 3 ans. Moi, j'étais déjà très positionné vraiment à gauche. Et je me prends, dès le premier jour, on te dit tu vas être manager du futur. Tu vas manager, on t'explique que tu vas manager la France, tu vas manager les grandes entreprises, que
tu es là pour ça, et tu commences à rentrer dans les cours, et tu fais des cours de comportement du consommateur, par exemple, tu vois, c'est-à-dire que, en gros, c'est des cours de manipulation du consommateur, c'est comment tu manipules le consommateur, tu fais des cours de finance, tu fais des cours... alors, à un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être m'en sortir en faisant des ressources humaines, parce que ça va être humain, etc. Et là, c'est encore pire, on fait des cas comme ça, je me rappelle, les cas, c'est génial. On disait, voilà, vous êtes dans un service, il y a 6 personnes, dans une médiathèque, il y a 6 personnes, il y a une réduction de budget, il faut réussir à fonctionner à 5. Comment vous réorganisez la médiathèque pour fonctionner à 5, en faisant exactement le même boulot, et les gens payaient la même chose, tu vois. Et c'est ça, notamment ça. Et à aucun moment on te dit, mon gars, t'es dans le capitalisme, t'es dans l'ultralibéralisme, c'est acquis. On considère que c'est acquis. On considère que tu as ce système de valeurs en toi, si tu es là, c'est parce que tu l'as, et à aucun moment on interroge cette dimension. Et en fait, on t'apprend à maximiser le profit des entreprises, c'est tout, quoi. Tu vois, c'est pas autre chose que ça, quoi. Donc j'ai fait 3 ans difficiles, où évidemment, moi, j'étais pas du tout paramétré pour ça. Donc j'ai commencé à faire des associations, j'étais dans l'Amnesty International à l'époque, je faisais des partis bizarres, un parti qui s'appelait le Parti humaniste, c'était hyper bizarre. Et voilà, j'ai commencé à essayer de militer un peu, mais j'avais du mal. Et en fait, ma frustration et surtout ma colère, quoi, la colère que m'avait donnée ces 3 ans à l'ESSEC, j'arrivais pas à la traduire. C'est-à-dire que j'étais à une époque où je ne trouvais pas les zones militantes où m'investir, je ne trouvais pas les partis vraiment, ou les assos qui me touchaient, j'étais trop timide pour y aller, je n'avais pas la culture militante du tout, mes parents n'étaient pas militants du tout. Et la seule façon que j'ai trouvé de m'en sortir, c'est de faire un livre. Voilà, je me suis dit, je vais le faire, je vais l'écrire. Voilà, je vais écrire ce que je pense de ce monde. Et je l'ai fait naturellement dans la science-fiction, parce que la science-fiction, elle se donne cette liberté. Donc j'ai créé ce monde en 2084 sur le Cerclon, sur satellite de Saturne, et très touché par Deleuze et Foucault à l'époque, parce que je les découvrais, j'avais 20 ans. Je découvrais qu'on passait d'un régime disciplinaire à un régime de contrôle, et on a continué, on pourra en parler, mais on est à un régime de la crasse, aujourd'hui on est de la surveillance extrêmement subtile. C'est-à-dire qu'on passait d'un régime où on contrôlait les individus, enfin plutôt où on imposait et faisait obéir des masses d'individus dans des milieux fermés, hein, c'est ce qu'explique Foucault très très bien. C'est effectivement l'armée, c'est l'école, c'est l'usine, c'est l'asile, c'est l'hôpital, etc. Tous ces milieux fermés étaient des milieux où on exerçait un régime disciplinaire sur le corps des gens, et c'était comme ça, il explique, hein, c'est, on va dire, 18, 19e siècle, 20e. Et après, on arrive, deuxième partie du 20e, où on rentre dans ce régime de contrôle, c'est plus sournois, c'est plus insidieux, on n'a pas besoin de milieu d'enfermement, ça peut être en milieu ouvert, mais on arrive à contrôler les conduites des gens, à conduire la conduite des gens, par énormément d'astuces. Et là, avec le monde numérique, alors là, on a explosé sur un régime qui n'est même plus un régime de contrôle, ni de surveillance, même s'il est totalement exhaustif, hein, c'est-à-dire que tout ce que vous faites en ligne est absolument orpaillé, data miné, surveillé, corrélé, etc., et nourri des archives. Et on vous envoie évidemment les produits et les services correspondant à ce que vous faites en ligne, quoi, à ce que vous consommez en ligne, naviguez en ligne. Mais plus que ça, c'est un régime que moi j'appelle d'auto-addiction, quoi, ou d'auto-aliénation. Le chef-d'œuvre étant le smartphone. Voilà. Donc moi j'ai pas de smartphone, hein, je suis vous allez voir en concert ce soir, je suis un farouche opposant de cet outil que je considère comme une extraordinaire machine à s'auto-aligner, voilà, et à générer des addictions. Voilà, des addictions extrêmement, extrêmement fortes. C'est aussi un outil fantastique, évidemment, pour gérer sa vie quotidienne, pour s'orienter, pour faire des photos, faire des vidéos, bien sûr. Et bien sûr que c'est un outil en partie d'émancipation, mais cette émancipation s'est retournée, je trouve, de façon extrêmement vicieuse vers des pratiques d'auto-aliénation. Donc on n'a même plus besoin d'exercer un contrôle direct, puisque vous l'opérez vous-même sur vous-même grâce à cet outil. En tout cas, moi je suis assez convaincu, c'est un des thèmes de Valérie Silicium. Donc voilà, j'ai travaillé beaucoup là-dessus et j'essaie d'étudier, quand on parle de politique, parce que quand les gens disent voilà, vous avez une écriture politique ou engagée, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il y a tellement de sens du mot politique, c'est pas une politique politicienne, j'en ai rien à foutre, et puis c'est tellement inintéressant. On voit aujourd'hui comment gérer. C'est une pensée politique. Ouais, c'est une pensée sur le régime de pouvoir qu'on subit, quoi. Et c'est une pensée sur. Par exemple, aujourd'hui, on est dans un régime libéral autoritaire, par exemple, c'est nouveau. Si on ne croyait pas arriver à ça, on va peut-être passer à des régimes fascistoïdes, comme on le voit aux États-Unis, où c'est quand même hallucinant ce qui se passe en une semaine avec Trump. Si moi je prends des claques monumentales, parce que côté bouffon de Trump, je ne laisse pas imaginer que derrière, il va y avoir des choses aussi strictement brutales et scandaleuses sur des millions de personnes, des millions de populations. C'est même
criminel, hein, parce que par exemple, une suspension de l'aide des 67 milliards d'aides américaines aux associations humanitaires va produire des morts à l'appel, quoi, et on ne le verra pas directement, parce que c'est pas bon. Bref, donc c'est très intéressant d'étudier les régimes de pouvoir, voir comment ces régimes de pouvoir évoluent et comment ils... Et après, c'est le vivre ensemble. Pour moi, la politique, c'est ça, c'est comment on vit ensemble. Voilà, comment on arrive à trouver quelles sont de... Comment on organise ce vivre ensemble, autrement que dans le technopogon, autrement que dans ces bulles, tu vois. Alors, justement, parce que je te posais la question par rapport à l'ESSEC et tout ça, donc en fait, si je comprends bien ce que tu dis, c'est ce premier bouquin, il est en réaction. En fait. Ouais, il est en réaction, complètement. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un bouquin en réaction. Donc, en fait, l'ESSEC t'a énormément servi pour le reste de ta carrière. Ah non, mais complètement. mais tu sais, tu te dis, voilà, moi je vois ma fille, machin, je dis, peu importe à la rigueur ce que tu choisis, et que tu te gourres ou pas, pourvu que ça te fasse réagir, pourvu que ça te construise, même ça te construit en opposition. Moi, ça m'a construit en opposition. Et aujourd'hui, je suis extrêmement content d'avoir fait cette école-là, parce que j'ai une lecture, par exemple, j'ai une lecture du marketing, j'ai une lecture des publicités. Si je vois une affiche, je peux décomposer l'affiche. J'ai appris à le faire. Je sais comment on construit une affiche publicitaire, je sais comment on construit une image, je sais ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'ils essayent de construire comme addiction de produits, etc. Tu l'apprends, tu vois. Et quand je lis la dimension économique, on nous fait tout un baratin sur la dette, etc. Quand tu as fait les comptes finance ou macroéconomique, tu dis, je sais que vous vous foutez profondément de ma gueule, tu vois, et je sais pourquoi, tu vois. Et c'est super intéressant de le savoir. Voilà. Donc, tous les discours, parce que l'économie a été accaparée évidemment par des discours ultra-libéraux et de droite, alors qu'il y a l'économie de gauche, et de façon gauche d'aborder l'économie, elle est totalement écrasée dans les médias. On n'a jamais. Tous les économistes atterrés ou des gens comme ça, on leur donne jamais la parole pour expliquer que le problème, c'est pas la dette. Enfin, tu vois, c'est. Voilà. Ou plutôt que la dette a été construite justement pour ensuite défoncer les services publics et les libéraliser pour les vendre comme marchandises pour ouvrir un nouveau marché, en tout cas pour le capital. Un marché de la santé, un marché de l'école, un marché. Alors justement, là, par rapport à ce que tu dis, quand tu démarres, hein, là je sais que tu me disais que tu démarrais un nouveau roman. Ouais. Est-ce que tu démarres sur une colère ou est-ce que tu démarres sur une histoire? Ça peut arriver. Là, je vais essayer de ne pas démarrer sur une colère. En fait, je fais un coup sur deux, quoi. Moi, j'ai très peu écrit. Hein. Je suis vraiment un auteur qui écrit peu. J'ai fait 3 romans en 30 ans, ce qui est extrêmement... Moi, je veux tous mes potes écrivains, j'écris des livres tous les 12 ans. Enfin, en même temps, tu fais autre chose. Ouais, je fais autre chose, bien sûr. Là, je fais d'autres créations, mais j'ai besoin d'être sur un thème ou un monde que je considère vraiment vital, viscéral, que ça a vraiment un sens de travailler. C'est vrai que La Zone dehors, le premier livre, il vient de cette percussion qu'on rentre en société de contrôle et que les gens... Pour moi, j'ai l'impression que quand tu es jeune, j'ai 22 ans, hein, j'écris entre 22 et 25 ans, donc tu crois, tu es mégalo, tu crois que tu découvres un truc que personne n'a vu, etc. Et heureusement que tu crois ça, sinon tu ne passerais pas 3 ans à faire un livre, mais c'est quand même très mégalo de dire je vais pointer quelque chose qui n'est pas vu, même si en partie c'est peut-être vrai, mais voilà. Donc c'était en réaction, ouais, ça c'était colère. Le deuxième, L'Art du contrôle, pas du tout. C'est plutôt un livre, c'est vraiment un livre univers, c'est une cosmogonie, pour ceux qui ne connaissent pas le bouquin, c'est un univers de vent, c'est une planète de vent où il y a un vent permanent extrêmement puissant qui souffle sur ce monde et il y a une espèce d'élite en fait, de gamins de 10 ans au départ qui sont construits chacun dans son poste à remonter le vent jusqu'à sa source, voilà, jusqu'en extrême avant. Et aucune horde n'a jamais réussi à le faire, donc ça s'appelle l'ordre du contrevent. Et on est sur la 34e ordre, celle qui va réussir, évidemment, sinon tu ne fais pas le roman, hein, si elle ne réussit pas, c'est pas marrant. Et je raconte l'histoire de cette ordre. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est plus un livre, c'est plus la philosophie inhérente à ce livre. Qu'est-ce que c'est que le combat de remonter le vent? Qu'est-ce que c'est le vent? Qu'est-ce que c'est le mouvement? C'est un livre sur le mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc c'est plus, ça peut même passer pour une fable ou un conte, quoi, tu vois, mais il n'a pas été construit sur une colère. Il a été construit sur l'idée, je voulais construire un collectif de 23 personnes je voulais montrer ce que c'est que raconter un collectif, voilà, et des gens qui font le corps, qui s'entendent, et qui arrivent au bout de quelque chose ensemble, voilà. Peu importe ce que c'est, je ne vais pas vous spoiler le truc quand même. Et donc, c'était, voilà. Et le troisième, avec Les Furtifs, je reviens quand même, ça c'est l'explosion numérique, hein, Les Furtifs, donc c'est le moment où, voilà, où je comprends le monde dans lequel on va rentrer avec Internet, avec le smartphone, etc. Et donc, c'est une critique quand même très forte technocritique très forte du monde que ça construit, quoi. Et avec ce côté très positif des furtifs eux-mêmes, qui sont un nouveau lien vivant,
Donc là, c'est plus la rentrée entre une technocritique très forte et on arrivait dans la philosophie du vivant, ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie du vivant, c'est-à-dire un rapport vraiment renouvelé à la nature, un lien retrouvé à la nature. Ce lien étant été coupé depuis deux siècles très fortement par la modernité. Et de retrouver ces liens au monde animal, au monde végétal, au biotope, aux écosystèmes, à la mer, aux forêts, aux rivières, aux maquis, etc. De retrouver ce lien-là, et c'est ce qu'on fait là-haut, hein, sur l'écolieu qu'on a monté, ça nourrit aussi beaucoup les furtifs. Voilà. Donc j'en avais marre, je ne voulais pas refaire une zone du dehors, je ne voulais pas refaire encore une critique améliorée de la société de contrôle. Je disais, ok, mais vers quoi on va, qu'est-ce qu'on peut ouvrir, Parce que alors, les furtifs, ce sont des gens qui sont invisibles, c'est des élites, en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire c'est un monde à part de gens. Ouais, tu peux le voir comme ça. Ouais. C'est plus une métaphore de qu'est-ce que ça voudrait dire être intraçable. Dans un monde où on est absolument et exhaustivement tracé, qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il existe une espèce animale, parce que c'est à la fois une espèce animale et végétale, elle a les deux, elle se compose avec l'environnement. Et elle vit dans l'englement de la vision, c'est-à-dire qu'on la voit jamais, elle vit parmi nous, mais elle a cette faculté à toujours se placer là où tu vas pas regarder. Donc pour moi, c'est l'incarnation de ce que j'adorerais pouvoir être moi, je pense, quoi, tu vois. C'est-à-dire un être de la fuite, un être qui est capable de se loger dans l'englement du pouvoir, qui est capable de ne pas être soumis à cet exercice du pouvoir. Donc c'était plus là-dessus. Mais c'est ce que permet la science-fiction, c'est ce type de métaphore. Sauf que tu le rends concret, tu l'incarnes, tu le fais vivre. Et voilà, et puis l'histoire c'est ça, c'est une petite fille qui part avec les furtifs et qui s'hybride avec les furtifs. Donc, et une partie de la population ensuite commence à s'hybrider. Façon pour moi de dire, ben voilà, il y a une possibilité d'à nouveau s'anonymiser, d'à nouveau trouver les espaces de liberté, les poches de liberté dans ce monde qui est quand même... Et tu penses qu'un jour on pourra redevenir furtif Ben alors, soit, moi mon rêve, je me dis, c'est peut-être, avec l'épuisement des terres rares, tu te dis, c'est peut-être la planète elle-même qui va nous sauver. C'est-à-dire que moi je crois beaucoup au low-tech, c'est-à-dire que là on est dans le high-tech, en plus avec les IA personnalisées qui vont arriver sur les smartphones, ça va être du délire. Mais tu te dis, si tu reviendras à des technologies moins hautes, moins pointues, moins dévoreuses d'énergie, moins dévoreuses de terres rares, exigeant moins d'extraction mortifère pour la planète, je pense qu'on vivrait tout aussi bien. Tu vois, moi je le dis des fois, tu auras un système où, parce qu'il y a beaucoup moins d'ordinateurs, beaucoup moins de smartphones, tu as accès à Internet 1 heure par jour, 2 heures par jour, je pense que ça suffit largement pour bien vivre et faire ce que tu dois faire, et tu te concentrerais sur des tâches intéressantes sur le net, plutôt que de faire de la merde. Tu vois, moi je le vois, hein, tous les soirs je fais de la merde pendant 4 heures à être sur mon ordinateur, tu vois. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ce que je fais, tu vois. Alors oui, je me tape les articles du Monde, oui, j'ai des actualités parce que je suis exigeant, parce que je suis un intello, mais la plupart des gens, il suffit de lever la tête quand tu vois les gens dans le métro, dans le bus, etc. Tu les vois scroller sur TikTok, enfin, t'as une panique anthropologique, quoi. Tu vois, t'es là, tu te dis, putain, l'espèce humaine, tout ce trajet extraordinaire, cette construction. Moi, je me rappelle un coup, j'étais là dans le train, je regarde par-dessus l'épaule du mec. Le mec, il regardait des vidéos de nanas qui bougeaient leur sein, comme ça, et il scrollait, et à nouveau, t'avais une nana qui faisait ça, et il scrollait, et à nouveau, une nana. Et le mec, j'étais envie de dire, mais putain, mais sors de la lobotomie, quoi. Tu vois, Et voilà, et c'est ça aussi, tu vois, c'est ce monde-là, c'est ça aussi TikTok, etc. C'est là qui va regarder des buts au foot, moi j'allais au foot, ok, mon père était entraîneur de foot, et qui m'a légué ce goût pour le foot. Mais des fois je passe un temps fou à lire sur foot, à regarder des trucs, et tu te dis, bon allez calme-toi, c'est bon, maintenant le résultat de Reims-Rennes, tu t'en fous, quoi, tu vois. Et en fait, on dilapide, je pense, un temps colossal sur des tâches extrêmement secondaires. Donc si tu étais en low-tech, tu auras peut-être moins cette chose-là. Voilà. Tu auras moins de phénomènes d'addiction. Donc tu as un peu d'espoir quand même. Ouais, j'ai un peu l'espoir qu'on ait plus des terres rares en fait. Il ne faut pas qu'on aille sur la Lune, ensuite en chercher d'autres. Sur le... Non, mais moi j'ai pas une naturelle pessimiste, donc j'ai toujours le sentiment que l'espèce humaine va trouver la voie, On est juste à un moment qui est compliqué. Voilà, je trouve qu'on est sur un moment compliqué. D'abord parce que oui, il y a une internationale fasciste qui revient très fort et on la voit avec Netanyahu, on la voit avec Trump, on la voit avec Orban, on la voit avec Meloni, on la voit en Argentine. Donc il y a un retour, il y a un ressac réactionnaire quand même assez flippant et qui est propre là. On voit bien de quel côté la planche. Ouais, ça glisse, mais ça glisse vraiment à l'extrême droite. Et en France, c'est le cas aussi. Donc
t'as ça, donc ça te fait quand même bien flipper, parce que moi j'avais le sentiment un peu naïf. Il y a tout un moment de ma vie où j'ai eu l'impression qu'il y avait un progressisme souterrain, même chez les ados. C'est-à-dire que les ados étaient beaucoup plus ouverts à la diversité culturelle, étaient plus racistes du tout. L'enjeu du genre, que le féminisme progressait vraiment et que l'équilibre homme-femme, il était vraiment dans une dynamique positive. Tu avais l'impression qu'il y avait plus d'homophobie, ou que voilà, de lesbiennes qui s'embrassent, ça gênait plus personne, etc. Enfin, moi j'avais le sentiment que ça y est, c'était rentré, que cette vague de fond, elle était là. Et là, moi je me prends en tout cas le ressac ou le tsunami réac, tu vois, sur le. Donc tu as ça, et ça vient de se coupler à un phénomène très particulier, je pense qu'on ne mesure pas, et c'est pour ça, ici, je pense que le bouquin est vraiment intéressant pour ça, on ne mesure pas l'importance de l'anthropologie numérique dans la façon dont on raisonne même politiquement, dont on agit. C'est-à-dire que depuis 95, c'est l'arrivée d'Internet en public, d'accord? C'est le moment où on commence à être connecté à tout un ensemble d'informations, on rentre sur les réseaux, notre vie, elle commence à être structurée par le rapport à Internet. Et puis après 2005 à peu près arrive le smartphone, et là pour moi c'est l'objet nomade totalitaire, c'est l'objet dans lequel on va mettre la totalité, compacter la totalité de nos vies, tous nos messages sont dessus, c'est nos vidéos, toutes nos photos, le passé, nos contacts, nos liens, etc., nos agendas, notre orientation dans l'espace, toutes les applis, etc. Et ça devient ce petit rectangle, vous voyez, on fait un slam le soir là-dessus, ça fait une vie passée à caresser une vitre. Et ce rectangle de 5 cm par 10 devient central dans nos vies, devient une sorte de technographe en quelque sorte. Donc, deuxième révolution que tu prends dans la gueule et qui modifie énormément de choses, parce que le smartphone, il est constamment avec toi, c'est la dernière chose que tu regardes en couchant, c'est la première chose que tu regardes en te levant. Il est plus continu en termes de liens dans vos vies que vos proches, quoi, tu vois. Et avec l'IA personnalisée, on va en parler, mais ça sera bien, bien pire. Et là, l'addiction suprême, elle arrive, quoi, pour moi, avec l'IA personnalisée. Et puis, l'IA générative arrive, voilà. Et là, c'est la troisième révolution numérique. Pour moi, je vous dis, voilà, au moins vous ne serez pas vu pour rien, ça sera la plus importante, ça va être la plus massive, ça va être la plus grave, ça va être celle qui va le plus modifier vraiment notre anthropologie, c'est-à-dire le rapport qu'on a au monde, qu'on a aux autres, qu'on a à soi-même. Ça va être énorme. C'est très sous-estimé en France, c'est très peu compris en France. Je trouve que la réaction même médiatique, elle est extrêmement faible par rapport à ce qui se passe. Moi, je suis passé donc, à Silicon Valley en 2022, donc j'ai bien pris le truc et la mesure, et comme ils ont 10 ans d'avance sur nous, tu comprends bien ce qui va se passer. Voilà. Et cette façon de vivre, elle a beaucoup plus révolutionné les choses que nos gouvernants, que l'évolution de l'économie, voilà. Parce que ça nous touche au quotidien, tous. Tous, on ne séduit plus de la même façon, on ne drague plus de la même façon, on ne communique plus avec ses amis de la même façon, on ne se divertit plus de la même façon, on ne travaille plus de la même façon à cause du numérique. Ça fait 30 ans. Et sauf qu'il n'y a eu aucune éducation. Voilà. Ces vagues-là sont arrivées, on n'a pas été éduqués, aucun de vous ici n'a été éduqué, et moi pas plus que vous, à me servir de ces outils numériques. Voilà. Il n'y a pas une éducation dans l'éducation nationale, il n'y a pas une éducation non plus, il y a très peu d'associations qui font ça. Et on s'est pris le tsunami des innovations technologiques sans apprendre à se servir d'un réseau social de façon intelligente, sans apprendre à se servir d'un moteur de recherche de façon intelligente, sans comprendre comment l'algorithmie des plateformes est fait, sans comprendre le design de la dépendance, c'est-à-dire que c'est quand même, ça fait 30 ans qu'ils utilisent, je parle des GAFAM, qu'ils utilisent des comportementalistes, des behavioristes, des psychologues, des psychanalystes, des sociologues, etc., pour maximiser le temps que vous passez sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, etc. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur les failles cognitives de l'être humain, sur les biais cognitifs qu'on a, qui a été fait de façon extrêmement approfondie pour que vous passiez le maximum de temps sur ces outils-là. Parce que plus vous passez de temps, plus je peux balancer de la pub, plus ils peuvent faire de l'argent, etc. Donc, quand je parle d'auto-addiction tout à l'heure, oui, c'est l'auto-addiction parce qu'il y a toujours le moyen de poser le smartphone, de dire je ne prends pas le smartphone. Tu vois, personne ne vous met un revolver sur la tempe pour prendre un smartphone. Donc, ce n'est pas un régime disciplinaire, c'est un régime d'induction, de contrôle, etc., ou de suggestion. Mais malgré tout, une fois que vous êtes sur le smartphone, la façon dont sont conçues les pages, dont sont conçus les sites internet, dont sont conçues les plateformes, c'est un vrai design de la dépendance. C'est construit, agencé, pensé, aménagé pour maximiser la dépendance que vous allez avoir à ces trucs-là. Donc on est face à des machineries extraordinaires qui sont faites pour que vous soyez là-dessus. Enfin, tu vois, donc c'est extrêmement important de le comprendre. Et quand l'IA arrive, l'IA, ça va être
pourquoi ça va être catastrophique? Parce que les IA, le niveau des IA actuels, moi j'en ai testé, j'ai fait même des performances là-dessus, il est déjà extraordinairement haut. C'est-à-dire qu'une IA, si tu lui demandes de faire un... Tu vois, je vous donne un exemple tout bête, mais je pense que pour des gens qui sont en terminale, c'est comme ça. Moi, ma fille, elle est en terminale, ok, elle a le bac de philo, bac blanc de philo. Elle a une nana qu'elle connaît, qui s'appelle, je vous dis, ça vous s'en foutez, mais elle a fait avec ChatGPT sa disserte, d'accord? Elle avait sur les genoux le truc et elle a recopié. Elle a eu 16. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA, elle vaut 16. Voilà. Et la plupart des gamins, ils ont eu moins de 16, tu vois. Voilà, ils ont eu, bon. Donc, et ma femme qui est prof de français se confronte à des gamins qui nous font toute leur disserte aujourd'hui sur ChatGPT et il va falloir apprendre aux gamins à réfléchir alors qu'ils appuient sur un bouton et en 10 secondes, l'IA fait le boulot qu'ils mettraient eux 3 heures à faire. C'est irrésistible, d'accord? Et nous, ça va être pareil. Qu'est-ce qu'on va s'embêter à faire d'une lettre d'amour pour notre copine à la Saint-Valentin? On va taper sur le truc et la lettre d'amour, elle va sortir, elle sera 10 fois meilleure que ce que même moi je pourrais écrire, etc. Tu vois? Donc on est, et ça c'est pas le plus grave, c'est-à-dire oui, ça va balayer et ça va supprimer des tonnes d'emplois, c'est-à-dire que tous les emplois Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, tout le tertiaire, pour moi à 80%, et je dis pas pour moi, c'est des études qui ont été faites, ça va éliminer tous ces boulots-là. Les boulots de journaliste, les boulots d'aide juridique, les boulots, même maintenant quand tu regardes les boîtes qui prennent des consultants, d'accord? Donc quand je sortais de l'essai, on devenait consultant, c'était ça qu'on était censé faire. Les gars ils disent, avant on prenait 3 juniors, on leur apprenait le boulot. Aujourd'hui avec l'IA, on élimine 2 juniors, on n'en garde qu'un. Qui sait faire, qui sait... C'est des boulots intellectuels, hein, c'est des boulots payés 1 500 € au jour, hein, c'est un consultant, tu vois. Donc c'est pour dire à quel point ça va balayer complètement. Bon. Mais ça c'est pas le plus grave. Le plus grave c'est avec l'IA personnalisée, l'intelligence artificielle personnalisée que vous allez avoir dans votre smartphone. Donc ça va être quoi? Ça va être... Vous avez eu Heure de Spike Jonze, quelqu'un a vu ce film? Heure? Spike Jonze? Oui, ouais, super. Avec Joaquin Phoenix et avec la voix de Scarlett Johansson. Donc, qu'est-ce que tu vas voir? Ton smartphone, tu vas lui parler en langage naturel, comme je vous parle là. D'accord? La reconnaissance vocale, elle est quasi parfaite. Aujourd'hui, elle est quasi parfaite sur les trucs. Donc, tu parles en langage naturel. L'IA te répond en langage naturel. Ok? Ils mettent des milliards sur les inflexions émotionnelles de la voix, sur la capacité non seulement à parler de façon... mais avoir les bonnes inflexions, etc. Ils sont capables, moi je l'ai testé, hein, en 3 minutes de vidéo, les gars ils m'ont pris 3 minutes en vidéo avec ma voix, l'image. Ils m'ont fait mon avatar en deepfake, c'est-à-dire parfaitement, Alain Damasio, parfaitement représenté, parlant, avec un lip sync, c'est-à-dire une synchronisation labiale, et ma voix, ils ont fallu 3 minutes, en 4K, pour me faire ça, d'accord? Donc votre IA, elle aura la voix de qui vous voulez. Votre copine, votre amante, votre ex, votre père, votre mère, votre grand-mère, etc. Vous pourrez prendre la voix, vous mettez 3 minutes dans le truc, et votre IA vous parlera comme avec la voix de votre grand-mère. Vous choisirez déjà tout. Vous voyez l'attachement émotionnel tout de suite que ça va produire. Et ensuite, l'IA aura quoi? Absolument tout ce que vous faites. Elle saura où vous êtes déplacé, ce que vous avez acheté, sur quel site vous passez du temps. Vous discuterez avec elle, donc elle aura énormément d'infos, etc. Elle sera bienveillante, elle va vous cajoler, elle va vous choyer, elle vous écoutera même à 3 h du matin quand vous faites une insomnie, ce que personne ne fait. Elle vous donnera toujours raison, ce que vous ne faites pas votre copine, ou votre mère, ou votre frère, ou machin. Donc vous allez très rapidement être dans un rapport extrêmement addictif, extrêmement... Et ça sera votre premier interlocuteur, ça sera la première personne à qui vous parlerez, tu vois. C'est ce que tu appelles le technococo. Voilà, mais là c'est le technococo hyper fermé, c'est un égocentré au maximum. Donc on va avoir un monde, et ça, quand je vous parle de ça, revoyez-moi dans 3 ans, et vous allez me serrer la main en disant putain, vous me l'aviez dit, monsieur Damasio, vous me l'aviez dit à la médiathèque. Vous vous souvenez à Metz? Moi je dirais non, je ne me rappelle plus de vous, mais ça va être ça. C'est-à-dire qu'on aura un rapport au monde qui passera systématiquement par cette IA. Et vous ne verrez pas ça comme une IA. Ça sera votre ami. Moi j'appelle ça l'intelligence amie, ça sera l'intelligence amie. Voilà. Et comme on ne s'écoute plus, ou beaucoup moins, comme les gens sont sur leur truc, ben enfin tu auras quelqu'un qui t'écoute, quoi. Non seulement qui t'écoute, mais qui saura tes goûts, tes envies, tes plaisirs, qui pourra les devancer, les suggérer, etc. Tu vois? Et donc tu seras dans ces goûts. Et je ne vous parle pas même de dire que les boîtes derrière vont s'en servir pour vendre des trucs, c'est même pas ça le problème. C'est que les rapports humains deviendront déceptifs par rapport à ce que vous avez avec votre IA personnalisée. Et ça, c'est super grave. Voilà. Parce que l'altérité, le rapport aux autres, c'est la friction, c'est le désaccord, c'est le dissensus. C'est ça qui te fait progresser, c'est ça qui te fait grandir, c'est ça qui te sort ton narcissisme. C'est le fait que les rapports humains, ben, c'est compliqué, l'autre il t'écoute pas, des moments,
il en a marre de t'entendre, tu vois. Voilà. Donc et ça c'est super important. Vraiment, c'est vraiment ce qui est super important si vous retenez que ça aujourd'hui. C'est ça qui arrive vraiment. Où c'est malin, c'est que ça part toujours du plaisir, de l'ego. Bien sûr. La satisfaction de l'ego. C'est super satisfaisant. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est automatique, comme tu disais. Jamais il te contredit. Non, et puis tu pourras le paramétrer pour ne te contredire jamais. Mais là, ils le font, c'est super bienveillant. Tu discutes avec ChatGPT. Moi, j'ai fait des tests, mais c'est impressionnant. Hein. Mais c'est tellement bienveillant. T'écoutes, tu lui dis non, mais t'as tort, t'es vraiment un connard, machin. Il dit oui, c'est vrai, j'ai. Tu vois. Et voilà, tu peux l'insulter, pas l'insulter, tu peux déconner, faire des blagues, lui demander de faire des blagues, tu peux tout lui demander, quoi. Et les niveaux sont incroyables, hein. Enfin, je sais pas, vous avez testé peut-être, mais allez, elle a testé du psy, du chinois, elle a testé du ChatGPT. Moi, je suis halluciné. Et quand on me dit oui, mais sur la création, ils n'arriveront jamais à créer, mais si, ils arrivent tout à fait à créer. Moi, j'ai fait des tests, c'est tout à fait possible de faire créer l'IA, quoi. Est-ce que je peux lire un petit passage justement qui nous parle de... Ouais, vas-y. Alors, insidieusement, puisque bouger est devenu si difficile, exige tant de papier et d'efforts consternants, tant de seuils, de portes et de portiques symboliques ou réels à passer, tant de badges ou de cartes à avoir, tant d'espaces fermés ou filtrés à savoir pénétrer, nous en venons à ne plus vraiment désirer bouger. La maison devient notre empire, le commerce vient à nous, le cinéma, les concerts, les livres, les services et les rencontres aussi. Homeless signifie à présent la pire des situations ontologiques possibles, sans maison, condamné au réel de la rue. Les prix de l'immobilier flambent partout depuis le choc du Covid, comme si d'instinct les citoyennes et les citoyens comprenaient que dorénavant tout ce qui est important se déroulera dans son petit chez-soi, et que ce chez-soi a intérêt à s'avérer agréable. On travaille déjà largement à la maison, nous y socialiserons désormais par métaverse interposé, à distance raisonnable. Les lieux publics sont déjà moribonds à Frisco. Il s'en dégage une atmosphère de collapse, bien loin de la ville européenne qu'on m'avait vantée. Le café bondé où tu bois la binouse à touche-touche au comptoir, où est-il? La place du village qui est inconnue ici. Ah, les bowling chaleureux. Bien aller au stade et chanter ensemble. Nostalgie. Le technococon est le terrible horizon de ce monde rêvé du technocapitalisme, sa perspective à peine cachée et son point d'aboutissement. Bouger doit générer de la trace, pas de la liberté. Communiquer doit nourrir des datas. Il faut extraire de la plus-value sur l'échange, l'amitié, le lien social, le besoin de sexe, le voyage. On n'en extrait pas dans un café sur une place. On te vendra une bière, certes, mais quelle marche tu fais avec une bière, mon garçon? Alors, seul ce qui se passe dans un espace informatisé produit de l'information de façon sûre. Les réseaux seuls ont le monopole de la trace assurée. Donc, tu dois circuler en eux. Voilà. Donc, un extrait de La vallée du silicium qui explique un petit peu ces corps contraints, en fait, et cette socialisation, déguisée et supprimée. Mais ce qui est marrant, c'est que, tu vois, si tu vis à Metz, ou moi, là où je vis, dans un village de 120 habitants, on a encore ces liens, enfin, tu vois, tu as encore une dimension du café, du coin, tu as encore la médiathèque, t'as encore... Mais il faut bien se rendre compte que dans les mégalopoles urbaines surdimensionnées qu'on a, moi je reviens de Chine, j'étais en Chine 12 jours là, en décembre, quand tu arrives à Shanghai, 28 millions d'habitants, quand tu arrives à Wuhan, 15 millions d'habitants, c'est plus grand que New York, alors que c'est une sous-ville de Chine, tu arrives à Pékin, 25 millions d'habitants, etc. Et tu vois comment les gens vivent, et ben c'est tellement vaste, c'est tellement grand, tu peux plus circuler, c'est tellement désincarné aussi, dématérialisé, que les gens ils vivent dans le cocon numérique, ils vivent à travers le cocon numérique, quoi. Et ils communiquent par ce cocon numérique, ils se font livrer, encore plus en Chine que chez nous. Déjà, moi ça me fait péter les plombs, hein, je suis peut-être un vieux con et tout, mais de voir des jeunes de 22 ans qui se font livrer une pizza à Paris, chez eux, alors que la pizzeria, elle est à 100 mètres au pied de l'immeuble, et qui prennent des Deliveroo, quand tu vois ce que ça génère comme carton en déchets, déjà le temps que tu démontes à peu près tout ce qu'ils t'ont livré,
t'as ça de carton, de papier, t'as détruit une forêt amazonienne juste pour bouffer un burger de merde, alors que tu pouvais descendre, tu vois, ne serait-ce que kebab du coin, enfin, c'est délirant, quoi, tu vois. Et ce type de truc, mais c'est ça le technococon, tu vois, on bouge plus, et on pianote, et tout vient à soi, tu vois, le commerce vient à soi. Quand ils ont compris ça, quand Amazon a pigé ça, que faire venir le commerce à l'intérieur des foyers, c'était l'espèce de fainéantise suprême, et que ce biais cognitif-là, il allait pouvoir l'activer, alléluia, quoi. Il y a un côté régressif. Tout livré. La librairie, elle a 300 mètres, ils vont jamais mettre le pied dans la librairie, quoi. Il faut que le carton, il arrive dans le... Tu vois, c'est ça aussi le technococon et le truc. Et après, les régimes de pouvoir eux-mêmes, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on bouge. À travers ces frontières. Tu n'as aucun intérêt à ce qu'on bouge. Pourquoi? Parce que quand tu bouges, bon, avec le smartphone, tu peux trianguler, suivre un peu les déplacements. Mais quand tu bouges, tu es dangereux, quoi. Tu vois, il y a un danger. La liberté, c'est dangereux, de toute façon, pour les pouvoirs. Donc c'est pour ça que le Covid, c'est un laboratoire d'anthropologie expérimentale fantastique. Parce que tu restes chez toi et tu communiques que par les réseaux. Donc on sait parfaitement tout ce que tu fais, tu gênes personne, tu te fais livrer chez toi, et tu n'avais plus, moi je me souviens d'un moment à Paris où j'arrivais à Paris, j'ai pris le Vélib, et je voyais que des scooters et des livreurs. Et je me suis dit, c'est ça le futur. Tu vois, j'ai eu la vision dans le Covid, les rues étaient absolument vides, j'étais sur mon petit Vélib, et je voyais que des livreurs qui venaient livrer dans les maisons sur des gens qui ne bougeaient plus. J'ai dit, voilà, ça c'est l'image du futur. Tu vois, c'est vraiment un truc, l'image de leur futur rêvé. Bon, on va essayer de faire autre chose. Mais, et encore, je vous dis ça, vous êtes à Metz, machin, vous avez moins ce phénomène-là, ça va vous paraître un tout petit peu barré, un tout petit peu futurisé. Mais ça arrive quand même très vite, quoi. Voilà, ça arrive très vite. Et en ville, en mégapole, c'est vraiment comme ça que ça se passe. San Francisco, c'est une glaciation. Moi, j'ai trouvé ça glacé. On m'a dit, tu verras, la ville européenne, c'est sympa, ça va te plaire. Tu vas dans les cafés, c'est une espèce de coworking, tu sais. T'as les gens avec le laptop, ils sont côte à côte, ils mangent, ils sont sur le laptop, ils mangent, ils sont sur le laptop. Et quand tu vois les gens discuter, ils discutent business. C'est des lieux de rendez-vous de business. Donc en fait, c'est un bureau. Le café, c'est le bureau, quoi, tu vois. Tu fais, bah non, quoi. Bah ouais, c'est ça, quoi, tu vois. Donc, bon, le soir, c'est un peu mieux, mais... Alors justement, tu as conçu avec un ami à toi, un lieu un peu alternatif, où précisément l'idée c'est d'expérimenter d'autres façons de faire. Ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors il faut être modeste, hein, parce que c'est tellement dur de monter des trucs. Ça s'appelle la ZEST. La ZEST, ouais, donc la ZEST, alors j'adore les acronymes, je suis le roi des acronymes. Donc ça veut dire zone d'expérimentation sociale, terrestre comme écologique, hein, la Bruno Latour, et enchantée. Voilà, et enchantée. Donc on a un lieu génial, on a de la chance, hein, le lieu est fabuleux. C'est une grande ferme qui a 1300 mètres d'altitude au-dessus de Sisteron, avec une vue à 60 km sur la vallée d'Endurance, avec des vagues de montagne et tout, on est sur un coin qui est magnifique. Et on a décidé de faire cette zone d'expérimentation, c'est-à-dire d'expérimenter d'autres façons un peu de faire. Donc on a du maraîchage, voilà, on a du maraîchage d'altitude, donc c'est compliqué, difficile, on a fait des cerveaux climatiques pour essayer d'éviter d'avoir les tomates fin août, quoi, donc c'est un peu compliqué. On a un élevage de chevaux, on a de la résidence d'artistes, mais surtout on a des ateliers, des stages, et on a cette fameuse école des vivants, qu'on a appelée comme ça. Maintenant ça me fait chier d'avoir appelé comme ça, mais bon c'est comme ça. Parce que le mot vivant est tellement récupéré de partout, donc ça devient vraiment pénible. Mais on essaye d'articuler, en gros, hein, je vous le fais vite, art, écologie et politique. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait des stages, alors ça peut être des stages de n'importe quoi, de théâtre-forum, d'écriture, ça peut être Habitant oiseau, c'est un stage que fait Bastien Després sur la façon dont les oiseaux font territoire. On fait des stages militants. On en a un, il est bien, parce qu'il s'appelle Nul n'est à l'abri d'une victoire. Là, on va le faire fin février. C'est des luttes écologiques. Voilà. Et comment, localement, tu peux gagner dans les luttes écologiques si tu cibles localement des choses. Donc on travaille là-dessus, là c'est 25 personnes. On l'accueille avec Action Rébellion, on l'accueille avec la Chambre volontaire, on l'accueille la Bouffe Paysanne. Et on essaye de faire en sorte que quand les gens viennent, ils posent naturellement le smartphone, on mange super bien. Vous savez, moi je connais, moi je suis un épicurien, j'ai hérité de mon père, donc on mange très bien, on mange les produits du jardin, on mange que des produits locaux, du bio, du frais. Et les gens, on crée ensemble, on fait des choses ensemble, on discute, et des soirées, tu fais des scènes ouvertes, voilà, tout simplement, on fait un truc qui est très con, c'est qu'on reconstitue du lien. Moi je dis toujours, le capitalisme, c'est une attaque générale sur les liens. Il attaque les liens que tu as avec la nature, avec le monde, etc., avec le cosmos, il attaque les liens que tu as avec les autres, il attaque les liens que tu as avec toi-même.
c'est une triple attaque sur les liens pour moi, le capitalisme. Et donc se battre contre le capitalisme, c'est se battre sur le terrain du désir, c'est reconstituer les liens, c'est reconstituer le fait d'être ensemble et de faire des choses ensemble, collectivement. Et donc on fonctionne en intelligence collective, on essaie d'horizontaliser au maximum. Voilà, on essaie de faire les trucs, mais voilà, on accueille 600, 700, 800 personnes peut-être par an, c'est que dalle par rapport à un monde, voilà. Il faut être super modeste, mais des oasis comme nous, des écolieux comme nous, il y en a quand même, peut-être 500, 600 en France. Ça fait un petit archipel, ça fait un peu, voilà. C'est surtout que quand tu viens, ça te redonne de la pêche, ça te redonne de la puissance, ça te redonne du bonheur. Et déjà, on se contente de ça, tu vois. On se dit, bon, les gens, ils repartent, ils ont envie de se battre, ils ont envie de militer positivement, pas de militer triste, parce que le problème de la militance, c'est que c'est dur de ne pas être dans la militance triste vu l'état du monde, tu vois. Donc on essaie de faire une militance joyeuse, c'est-à-dire qu'on fait de l'artivisme, on essaie d'inventer des choses, on essaie de... Voilà, alors on va faire un stage avec Moïse sur les rivières, sur comment ralentir l'eau des rivières, comme le font très bien les castors, pour que ça irrigue la ripisylve, pour que ça évite aussi les inondations, pour que ça évite les incendies, etc. Enfin, tout le boulot que faisaient les castors quand ils étaient 2 millions en France, parce qu'ils étaient 2 millions en France au Moyen-Âge, et puis on les a tous désingués. Et là, Baptiste, je sais pas si vous avez suivi son dernier bouquin, là, lisez-le, il est magnifique, Prendre l'eau à la terre, où il montre, à partir d'un mouvement américain d'ailleurs à l'origine, comment, en faisant à travaillant comme les castors, en fait, avec du low-tech, avec des branches, avec de la boue, tu reconstitues des rivières qui ne galopent pas vers la mer, dont l'eau est ralentie, et permettent vraiment d'irriguer, de redynamiser la vie tout autour de la rivière. C'est tout con, quoi. Et ça, voilà, ces genres de choses qui sont très chouettes, qui donnent la pêche, voilà, qui te disent, bon, ok, on peut faire des choses. Donc on est là-dessus, voilà, ça prend un temps fou, c'est épuisant. Nous, on habite sur place avec ma femme et mes deux filles. Donc des fois, voilà, il y a trop de monde tout le temps, et c'est crevant, et on a marre de voir les gens, et je fais du burn-out social, tu vois. Tu vois tellement de gens, des fois je me pose, tu vois, je suis au repas, je me pose en face de quelqu'un, je commence à parler 30 secondes, je me rends compte que je suis plus capable, je suis une éponge tellement gorgée, je peux plus l'écouter, je peux plus... Donc ça c'est un peu des fois dur, mais quand même le lieu est super. Mais quand même on s'éclate. Donc allez voir si vous voulez voir ce que c'est. Ouais, il y a un très beau site, hein. Il y a le site que je disais, alors là, le site est magnifique. Hein. École des vivants, tout attaché, écoledesvivants.org. On n'est pas .com, bien sûr. On n'est pas GAFAM, donc .org. Mais voilà, c'est une tentative, et je me dis, moi c'est du comment, c'est que pendant très longtemps dans mes livres, j'ai défendu ça. Dans les furtifs, dans le scientifique, je fais des ZAG, des autogouvernés, des oies, des autres, ou apprendre à vivre ensemble, tu vois, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, je me dis, mais c'est bien joli, hein, tu le fais, c'est romantique, tu le fais dans tes livres. Vas-y, continue-toi le truc, quoi. Donc je l'ai fait. Mais je peux te dire que c'est chaud de faire. C'est vraiment, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'énergie. Mais tu es un faiseur. Ouais, mais moi je suis content de le faire. C'est le côté taulier, finalement. Ouais, non, mais je suis très content d'avoir fait, mais il y a des jours où je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça, enfin, tu vois, en tout cas, ça m'a fait pas avancer dans mon 4e roman, quoi, d'avoir fait, c'est sûr. Alors, ce que tu fais aussi, c'est justement ce rapport, tu écris, mais tu travailles aussi sur le son, la musique, etc. Tu t'associes beaucoup, c'est ce qu'on va voir ce soir, notamment Palo Alto, donc ce groupe musical marseillais. Pourquoi tu fais ça, en fait? Est-ce que c'est une nouvelle écriture, c'est une autre façon de raconter tes histoires? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'au départ, ça vient, il y a deux choses. Ça vient d'une frustration qui est que quand tu écris, tu vois, tu prends les furtifs, c'est quand même 15 ans d'étalement. Entre la première idée et la fin du bouquin, il s'est passé 15 ans. Moi, j'ai mes filles, machin, mais quand même, c'est hyper long. Tu vois, il y a 3 ans d'écriture vraiment. Et t'écris, après, tu vois les gens, et les gens se disent, ah, c'est super, et machin. Il y a un tel décalage entre l'énergie que tu as mis toi et l'énergie qui revient après. Tu as l'impression que les gens qui disent, bon, bah ok, mais moi j'ai fini, puis. Moi j'ai encore des gens qui, 20 ans après, évidemment, viennent me voir, ils viennent de lire La Horde, parce qu'ils viennent de le lire, ils ont toute l'énergie du bouquin, mais moi ils me parlent d'un monde, je sais plus ce que c'est La Horde, ça fait 20 ans que je l'ai fait, tu vois, j'étais encore, c'est bon. Donc la boucle d'énergie, elle est trop bizarre, elle est trop décalée. Quand tu es sur scène, tu as cette espèce de circulation d'énergie qui est très chouette. Tu envoies l'énergie, ça revient, tu envoies l'énergie, ça revient, et il se passe quelque chose à l'instant T, et c'est des one-shots, tu fais une connerie, tu te plantes, machin, tu te plantes, et c'est comme ça, et il y a ce côté calligraphie sur scène. Donc j'aime beaucoup ce côté-là. Et après, la deuxième grande raison, c'est que, ben oui, j'écris, tu l'as dit, j'écris de façon, moi j'appelle ça très physique, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup les phénomènes d'assonance, d'itération, tout le chromatisme des phonèmes, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup d'enjeux de rythme.
et tu as envie de le faire entendre, tu as envie de le dire, j'ai un vrai plaisir à le verbaliser, à l'oraliser, à le slammer. Donc ce soir, vous verrez, il y a vraiment ça. Donc il y a vraiment un vrai plaisir à le dire, à l'entendre, et surtout avec de la musique autour. Enfin, j'avais fait une grosse tournée avec Yann Péchin, le guitariste de Bachoum. On avait fait 90 dates sur les Furtifs. Et là, avec Paloretto, c'est une autre façon de le faire. On fait des meutes, et on fait des tribus de phonème. Ce que j'appelle les tribus de phonème. Tu as toutes des séries en ou, en, par exemple, c'est toutes les séries des voyelles sombres. Puis après, tu as une série des voyelles déchirantes avec des I, des U. Puis après, tu as les potecuts, tu as toutes les plosives sonores, etc., sourdes. Et les bodegues, et puis ensuite les nasales, tu fais les meneux, les lemeneux, tu vois. Et tu vas entendre tout ça dans le concert, tu entends toutes ces... Mais c'est vraiment comme un peintre qui tout d'un coup se dit tiens, je vais faire un tableau dans un cavalier bleu. Moi je dis allez, je fais les plosives. Les plosives, je fais 2 secondes de pouvoir comme ça. Vous savez, quand vous parlez, vous prononcez les mots, ça part des poumons, la colonne d'air remonte comme ça, et vous avez une espèce de muscle comme ça, triangulaire qui s'appelle la glotte. Et les plosives, donc ça veut dire explosif en fait, c'est les occlusives, c'est que la colonne d'air remonte et la glotte se ferme. Et tout d'un coup ça se rouvre. Et en fait la colonne d'air explose. Donc ça vous en parle de dire qu'est-ce qu'il me raconte. C'est un truc. Mais faites-le, si vous faites pa, vous vous rendez compte qu'il y a une explosion vraiment de son. Ta, toi c'est sur les dents, que c'est derrière sur le palais, etc. Mais la série potequeuse, ça s'appelle les plosives sourds, pas de vibration des cordes sonores, c'est des explosions. Et en fait, quand tu écris, tu te rends compte que quand tu utilises ces consonnes-là, tu vas donner un côté, j'ai envie de dire, viriliste, ou en tout cas percussif, assez puissant à ce que tu écris, tu vois. Quand tu utilises le mot percuter, en percuter il y a les 3, tu sens tout de suite que percuter, impact, percuter, compact, tu vois. Même pétanque, il y a les 3, tu vois. Tu te rends compte qu'il y a ce côté où ça frappe. Et quand tu l'as oralement, ben, tu vas le voir. Si je fais derrière la série qui est liée, mais sur laquelle il y a tout petit amorti, c'est-à-dire que ça explose, mais avec une toute petite masse d'air qui vient amortir, c'est la série derrière, B de gueule. Le P correspond au B, quand vous faites P, B. Vous vous rendez compte, vous prononcez sur les lèvres, les deux. Faites-le, P, vous allez avoir l'air con, mais c'est comme ça. Donc P, tu vois, et tu te rends compte que c'est très proche, sauf qu'il y en a un, le B, il est plus amorti, plus rebondissant, tu vois. Donc vous verrez ce soir une belle boule bleue rebondie sur un lanceur de balle, tu vois, t'as tout un machin. Les bottes de gueule, c'est bodega, c'est gambadé, c'est, tu vois, bulldog, et tu sens que ces trucs-là rebondissent. Et quand tu travailles ton art, à un moment donné, tu te rends compte que c'est un art extrêmement physique, extrêmement charnel, et c'est valable pour les consonnes et pour les voyelles, tu vois. Si je te prends le ou, c'est, moi j'adore cette voyelle en français, parce que les gens croient que les voyelles c'est A, U, O, U, mais non, c'est pas tout ça. Le ou est une voyelle, on est une voyelle, en est une voyelle, un est une voyelle, etc. Tu prends le ou, tu vois, quand je dis ou, vous vous rendez compte qu'il est prononcé très très profond à la gorge, donc il est arrondi, il est protégé, il est tendre, il est tout. Et tu te rends compte que les gamins, quand ils font nounou, doudou, toutou, viens là mon boubou, mon bibou, machin, tu vois, tu te rends compte que le ou, il vient exprimer cette tendresse, cette douceur, c'est profondément la voyelle de la douceur, de l'amour, de la tendresse, Et quand tu as conscience de ça, bah, tu vas l'utiliser chaque fois que tu as besoin d'amener ces sensations-là, cette douceur-là. Tu l'as dans l'amour, tu l'as dans le souffle, tu l'as dans doux, dans le mot doux, évidemment. Et c'est fabuleux de sentir que voilà, cette voyelle-là, elle a un pouvoir expressif particulier. Quoi, tu vois. C'est comme quand on dit ici, il travaille sur les rouges. Si tu prends un rouge vif, tu sais que le rouge vif, bah, ça va être la violence, ça va être l'interdiction, ça va être... Personne ne te dira que le rouge vif, c'est une couleur douce et tranquille, tu vois. Et que si tu veux être pédant dans ta chambre, tu vas plutôt faire du bleu que du rouge, tu vois. Il y a un pouvoir expressif de la couleur. Et ben, dans la langue, il y a un pouvoir expressif des phonèmes. C'est-à-dire chaque phonème, le I c'est très particulier. Bon, le I pour moi c'est la couleur rouge vraiment, au sens où le I, très haute fréquence, ça vibre je ne sais pas combien de hertz, c'est un clou sonore, si tu perds, c'est le coup de couteau le I, tu vois. Donc le I, dès que tu vas l'utiliser, tu vas avoir un truc, et en plus très faible aperture, donc ça marche pour petit, tu vois, minutieux, tu vois, des trucs comme ça. Donc le I et le U, ils vont être d'aperture faible et ils vont... par contre, le A, ça va être très éclatant, très ouvert, parce que le A, c'est grande aperture, tu ouvres beaucoup la bouche pour le sortir. Et voilà, et quand tu sens ça, tu écris différemment, tu travailles différemment, et ça vaut le coup d'aller sur scène pour le faire sentir. Ce soir, vous sentirez, à un moment, il y a une symphonie en A, vous verrez, le sabbat, le bacchanal, le ramdam, le machin, tu vois, vous allez entendre toute la symphonie en A. Et à un autre moment, je fais un délire, un slam, c'est le double cut, c'est-à-dire que je prends la plosive, la plus profonde, parce que le Q il est derrière, tu vois, et je prends que des mots pour un double Q, tu vois, donc caucus, des canoës-kayaks sur des camping-cars, tu vois, des trucs comme ça,
dans le cockpit du machin, enfin, tu vois. Et juste sur le slam, tu te rends compte, tu te dis putain, mais c'est dingue, c'est vachement rythmique et tout. C'est juste le double K qui, tu vois, qui vient. Donc ça, bah ouais, en concert, ça vaut le coup de le. Enfin, moi je trouve de le faire en temps. Et ça redonne la dimension physique de la langue. Parce que la langue, c'est pas juste transmettre une information. Quoi. Voilà, c'est pas du journalisme. Quoi. On me dit que c'est l'heure des questions. Ouais. C'est à vous. Merci d'avoir répondu à mes questions. Alors, si vous avez des questions à poser à Alain Damasio, sur ce que vous avez... Oui. Alors, moi j'arrive à un stade où j'entends tout, sans le verbaliser. Avant, je faisais ça, je m'enregistrais, je repassais les trucs, je réécoutais parfois soit des segments, des paragraphes, soit carrément tout le chapitre. Et quand j'écoute tout le chapitre, c'est aussi pour la conduite de récit, pour savoir si, en termes de rythme, s'il y a des parties qui sont trop compactes ou des parties trop dilatées, et tu essayes d'avoir le rythme. Et là, c'est le problème d'enjeu narratif. Maintenant, je réécoute quasiment plus, j'ai plus besoin. Tu vois, tu arrives à un stade où alors quand j'adore le faire, le verbaliser, j'ai encore une fois en concert, mais moi j'entends tout. C'est normal, hein, je pense que c'est comme, comme un sculpteur, à un moment donné, il a besoin de toucher la pièce, il sculpte sur bois, il va toucher pour savoir s'il est bien dans les fibres et tout. Au bout d'un moment, il a pas besoin de toucher, c'est exactement. Donc là, c'est quand même 35 ans que j'écris, ça y est, j'arrive à un stade où je ne le dis plus. Mais c'est marrant, mais ça ne m'empêche pas de me faire plaisir à un certain moment. Il y a une cohérence, un côté très onaniste où je vais me faire le paragraphe à l'oral pour l'entendre et me dire putain c'est génial, trop, tu vois. Ce soir là il y a un moment que j'adore sur un délire comme ça, post-apo, où je dis, j'ai commencé le truc. Oh putain ça y est, tu vois, je sais plus le texte. C'est chiant d'apprendre par cœur en plus le. Ouais, moi je vous ferai tout à l'heure, ça va me revient. mais tu vois, tu as une rythmique où tu sens vraiment que c'est bon, cette but, cet espoir. Bon, bref, je le fais à ta et c'est un plaisir, ouais, d'entendre claquer. Mais à la fois sur les phonèmes, mais aussi sur le rythme, sur l'écoulement. La syntaxe, c'est vraiment une science des écoulements, donc comment tu fais couler la phrase. Comment tu la rythmes, comment tu la coupes. Moi, j'amène les gens là-haut, un des trucs qu'on fait, quand je leur apprends la syntaxe, je les mets sur la rivière, et je mets une pierre bleue à l'endroit de la rivière et une autre pierre bleue plus bas. Et je dis entre les deux pierres, expliquez-moi quelle phrase est en train de couler. Là, tu vois, j'en fais comprendre comment ça coule. Parce que c'est vraiment ça, c'est une hydrodynamique la phrase. Donc à quel moment je jette des cailloux pour faire des virgules, à quel moment il y a des ruptures de syntaxe parce que tout d'un coup tu as une cascade, à quel moment tu as un contre-courant parce que tu fais revenir la phrase avec une causale. Enfin tu vois, tu leur fais bosser aussi l'écoulement de la syntaxe. Et ça tu l'entends aussi à l'oral. Mais je ne le verbalise plus trop quand j'écris. Par contre, je ne peux pas écouter de la musique, tu vois, j'arrive plus à écouter de la musique en écrivant, parce que ça fausse le voilà, ça fausse pas. D'autres questions? Pardon. Oui. Si on n'avait pas d'autres, c'est pas une question hyper construite Ouais. une phrase. Ce que je trouve qu'en ce moment, c'est super difficile de se détacher du fatalisme et de on fonce droit dans le mur et en fait tout ce qu'on voit là, on est bombardé de trucs super déprimants et ça je trouve que ça se retranscrit aussi dans la fiction où en fait la fiction la plupart du temps est une super belle œuvre et tout, c'est un peu déchirant, même là dans la BD, là dernièrement avec la route de Manuel Arsenic, c'est super beau tout. Ouais. Mon Dieu, s'il vous plaît. On peut pas dire ça, mais ouais, ok. Et je trouve que c'est aussi, et qu'on est après des décennies de science-fiction technologique avec Isaac Asimov et tout machin, Star Wars, on se projette tout le temps dans la technologie, sur plus de technologie. Certes, maintenant on est arrivé sur la technologie. Je ne sais pas, c'est pour avoir votre avis sur comment essayer de s'émanciper un peu de ce tout technologique, même si c'est quelque chose qui existe maintenant, que comme on le voit là, comme vous êtes allé voir dans Silicon Valley, etc. Tout en. Enfin, je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui se perd dans la fiction, on n'arrive plus à rêver bien, on n'arrive plus à rêver vers quelque chose de bien et qui nous rend joyeux. Et que je trouve que maintenant on rêve vers des trucs qui. Voilà, c'est tout. Ouais, mais tu touches un point hyper important et c'est le cœur de ce qu'on essaie de faire aussi là-haut, et moi c'est ce que j'essaie de faire dans mon boulot. Là je vais faire un côté un peu noir, un peu technocritique noir. Moi mon boulot, enfin ce que je dis très souvent, c'est que on sort de 50 ans de cyberpunk, quoi. Le cyberpunk c'était vraiment de dire années 70, et les Zuckerberg, et les Bezos et les Musk, qui sont nés de là aussi, c'est de dire l'homme couplé à la technologie va s'émanciper.
le couplage de l'individu, l'hybridation de l'individu, de l'être humain avec la technologie, va être un facteur d'émancipation, de libération, d'ouverture, d'expérience nouvelle. Et ça naît, c'est marrant parce que ça naît dans les années 70, au moment des hippies aussi, au moment de l'expérience du LSD, de la drogue, au moment de l'arrivée du rock, au moment d'arrivée de plein de choses qui étaient effectivement émancipantes. Et la techno arrive au même moment, en fait, tu vois, notamment les PC, ordinateurs dédiés, c'est des années 80. Et pendant 50 ans, pour moi, hein, on nous a vendu, et moi j'ai vendu aussi en partie, dans la science-fiction, l'idée que finalement l'avenir c'est le couplage d'Homo sapiens avec la tech, avec ces créatures technologiques, et que ça, putain, ça va nous libérer, nous ouvrir, machin. L'IA qui arrive, ils essaient de nous vendre encore ça, tu vois. J'ai vu Bill Gates qui disait, mais ça va nous libérer beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Tu vois le temps qu'on a libéré aujourd'hui, c'est à consommer du numérique, en faire un vrai. Donc tu te dis, ça va être pas. Moi, je défends l'idée qu'on doit passer du cyberpunk au biopunk. J'appelle ça le biopunk, c'est pour donner un mot. C'est de dire, moi j'ai l'impression que c'est le couplage, au contraire, d'être humain avec le monde animal, végétal, les biotopes, comme je disais tout à l'heure, les forêts, etc. C'est retrouver ce lien avec le vivant qui va nous relibérer. Et quand tu dis ça, les gens disent, ouais, en fait, vous voulez revenir au 19e siècle, 18e siècle, machin. Et en fait, pas du tout, parce qu'il y a une progression scientifique hallucinante, notamment sur l'éthologie, par exemple, l'étude du comportement animal. On sait un nombre de choses incalculables qu'on ne savait pas au 19e ou au 20e siècle. Tu vois, sur du baptiste Morisot, Racine d'esprit, il y a une vraie progression des philosophies du vivant, des compréhensions. Et pareil sur les plantes. On a découvert, par exemple, la sentience des arbres, la capacité des plantes de communiquer entre elles, des arbres de communiquer entre eux, etc. Enfin, il y a un nombre de choses que scientifiquement on a découvert, et ce n'est pas de la mystique, c'est prouvé par des expériences, etc., qui fait que tu te rends compte que tu vis dans un monde extraordinairement riche dont tu ne sais rien. Toi, tu vois juste un arbre, tu ne peux même pas dire si... Nous, on voit des gens venir là-haut, tu leur dis, tu sais différencier un pain d'un sapin, ils ne savent pas, quoi. Tu vois? Ils ne savent pas, quoi. Tu vois? Oui, mais c'est une ressource. Voilà. Pour eux, c'est un arbre, quoi. Tu vois? Tu es là, tu leur montes un églantier. Tu vois, ils ne sont jamais baignés dans une rivière. Enfin, tu vois, il y a des trucs très cons. Nous, on les jette dans la rivière. Mais moi, je les amène à la rivière. Il y a des cascades et tout. La rivière, elle est incroyable. Il y en a plein, ils ne sont jamais baignés dans une rivière. Ils ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu vois. Ils sont baignés dans une piscine, ils sont baignés dans la mer, ils sont baignés dans une rivière. Ça leur fait peur, il y a des courants, il y a, tu vois, ils n'ont jamais ramassé un champignon, tu vois. Je me rappelle une classe de gamins de 30 ans là, qui sont pourtant Artec, Paris 8, au niveau. On faisait ramasser des sanguins, ils ont jamais ramassé des sanguins. Ils trouvaient ça génial que les trucs poussent et que ça soit mangeable et que ça soit bon en plus, tu vois. Et donc, moi, c'est ce recouplage qu'il faut trouver. Mais avec toute l'intelligence qu'a amené l'éthologie aujourd'hui. Je te prends un exemple tout con, mais c'est des trucs super récents. On a toujours pensé que l'animal ne savait pas rire, l'animal ne savait pas créer, l'animal, tu vois, qu'on avait plein de choses gardées. On se rend compte que, notamment les oiseaux, c'est le travail de Bastien Després, il crée musicalement, il est capable de prendre des mélodies d'autres oiseaux, de composer avec, de les recopier, Bon, il y a une créativité musicale de l'oiseau qui est indiscutable, qui est maintenant validée par des grands compositeurs comme Messiaen, etc. Bon. Et à un moment donné, tu dis, ouais, mais les animaux, ils n'ont pas de spiritualité. Ils n'ont pas le sens du sacré, etc. Et là, il vient de faire des études, par exemple, en Inde, donc c'est des chercheurs indiens qui ont étudié sur les éléphants, et qui se sont rendus compte que quand un éléphanteau meurt, ils creusent, ils l'enterrent, ils tournent autour de l'éléphanteau, ils ont des rituels, donc ils ont la conscience que l'éléphanteau est mort, et qui lui rendent... Donc il y a une spiritualité des éléphants par rapport à leur mort qui est maintenant assez indiscutable, tu vois. On savait sur les singes, sur deux, trois trucs, et les singes, on dit toujours, ouais, mais les singes, j'imposais, c'est tellement proche de nous. Là, on parle des éléphants, quoi, tu vois. Les corbeaux. Des corbeaux, il y a des choses sur les corbeaux. C'est incroyable. Voilà, donc ça, c'est super intéressant. Et ça ouvre des choses, mais honnêtement, ultra positives, joyeuses, qui sont éclatantes. Enfin, tu vois, nous, qu'on fait Habitant d'Oiseaux, c'est génial de faire ce stage, parce que putain, t'as Bastien Després qui part dans les trucs, tu découvres. On a un ornithologue, le gars qui a co-investi avec moi sur la ferme, qui est un ornitho, il est incroyable. Tu es là, tu parles avec lui, il t'arrête, il t'a entendu ça. Tu fais ouais. Elle doit être Lulu. Tu fais ouais, d'accord. Puis après, il fait zzz, bruit en zizi, tu vois. T'es là, il te dit, ça c'est le pouillot véloce. T'entends le truc, comme si on coupait les cheveux, c'est le pouillot véloce. Et quand il va te parler, il a toujours une troisième oreille, et avec lui, tu entends les plans sonores, il te fait, voilà. Et ben je suis désolé, maintenant je me balade dans la nature, je suis dans un monde où je suis relié, tu vois, où je sens cette reliance que j'avais pas avant. Moi je suis un randonneur, je brûle un peu en rando, machin, et ben tu vois, grâce à Morisot, maintenant je regarde les traces, tu vois, je me rends compte qu'il y a la mémoire des passages, des animaux grâce à ces traces, je peux reconnaître quelques traces, je suis assez mauvais, mais quand même, j'arrive à choper trois trucs. C'est génial, enfin tu vois.
Donc ça c'est le biopunk, voilà. Et moi j'essaie de faire des textes, Les Furtifs c'est un texte biopunk. Là les dernières nouvelles que j'ai fait dans des recueils c'est des textes biopunk. Enfin, donc j'essaie d'ouvrir là en disant on arrête avec le cyberpunk. Ça, on l'a vu, ça ne nous a pas libérés, en tout cas franchement, je ne crois pas qu'il y a à nous libérer. Tu vois, je ne suis pas du tout convaincu. Quoi. Tu vois, ça va être encore. En plus ça va maximiser le syndrome de l'imposture, c'est-à-dire comme l'IA travaille mieux que toi, plus vite, et il rédige mieux que toi, ou dessine mieux que toi, machin, et ben tu auras toujours l'impression que ce que tu fais c'est de la merde, quoi, tu vois. Donc tu auras un syndrome de l'imposture, mais ontologique en tant qu'être humain par rapport à ces créatures machiniques qu'on a fait nous-mêmes, hein, qu'on a fabriquées, et qui sont des chefs-d'œuvre technologiques, tu vois. Mais, donc voilà, moi je suis plus là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de déployer. Et ça donne vraiment du... Et après, moi je dis toujours, méfions-nous de la capacité des médias à alimenter nos tristesses. Voilà, tu vois, moi je reviens toujours à Spinoza, c'est quand même fantastique ce qu'il avait dit. Il avait dit, voilà, les pouvoirs ont intérêt à nous communiquer les affects tristes, parce que si on est triste, on obéit mieux, on se soumet mieux. Voilà. La joie, c'est une résistance, la joie, elle est naturellement, elle n'obéit pas à la joie, tu vois. Donc, moi j'essaye de toujours ressortir de ces trucs de tristesse. Là en ce moment c'est compliqué, par exemple, tu te dis, mais par exemple, quand je m'en sors comme ça, moi. Quand les gens, je vois des gamins, ils me disent, ouais, mais quand même, monsieur, vous avez vu, c'est la merde et tout, comment vous pouvez être joyeux, comment vous êtes joyeux, je dis, imagine-toi que tu es né en 1901, quoi, tu vois. Vas-y, fais-toi le truc, tu es né en 1901, à 14 ans, tu te prends la Première Guerre mondiale. Tu te prends Verdun, 300 000 morts, où les mecs sont à 30 mètres, et il y a 300 000 Allemands morts, 300 000 Français morts. Tu fais 1 million de morts en France, tu fais je sais pas combien de millions de morts dans le monde. Ok, tu tapes ça de 14 à 18 ans, tu vois. Et après, tu tapes la crise de 29, toute la merde, l'inflation et tout, le nazisme arrive, et tu as 40 ans, tu es réserviste, et boum, la Deuxième Guerre mondiale, 60-70 millions de morts, etc. Tu vois. Tu dis, tu arrives à 50 ans, qu'est-ce que tu as vécu, tu vois. Tu penses que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est plus triste, plus grave et plus noir que ce qu'un mec a vécu quand il est né en 1901, tu vois. Il faut prendre du recul, tu vois. Et là, on est en train de nous malaxer la tête en disant, putain, la période, elle est horrible, tout va s'effondrer, l'économie, l'écologie, tout est... Tu vois. En vrai, non, quoi. Mais on maintient cette atmosphère parce que c'est intéressant, et plus on a peur, plus on a la trouille, plus, tu vois, plus on reste chez nous, plus on consomme du numérique, et plus... Donc, moi, je garde ce truc de Spinoza génial. Voilà, les pouvoirs ont intérêt à nous communiquer les affects tristes, les médias ont intérêt à le faire aussi. C'est pour ça que dans les médias, tu as 95% de ce qu'on te raconte, que c'est des trucs horribles. Et comme ça, tu te tiens en train de manger, tu fais, ouais, putain, je suis bien chez moi, je vais pas trop bouger. Et tout. Voilà. Donc, c'est plus facile de faire obéir des gens tristes. Donc, moi, je pense toujours à ça en disant, garde ta joie, communique cette joie, parce que sinon. Mais je suis fatigué comme vous, hein, des moments. Puis, en SF, tu vois, en science-fiction, on adore le côté cathartique, du post-apocalyptique, de l'apocalyptique, la route, voilà, comme McCarthy, des trucs comme ça. C'est tellement sombre, c'est tellement noir que c'est cathartique, tu vois, ça défonce toutes tes pulsions d'anxiété écologique, tu vas les purifier dans un truc très cathartique. Donc, on regarde des séries télé, moi j'adore regarder Walking Dead, ouais, c'est génial, c'est tellement cathartique, t'as des zombies partout et tout, tu te dis c'est génial. Et ça purifie, voilà, c'est ça, hein, cathare, c'est l'air pur. Donc on a tendance des fois à faire ça juste pour se défouler un peu, tu vois. Donc ce soir, il reste des places, je pense, encore? Oui, il reste des places, donc c'est à 20h, salle Janouillet, au foyer municipal bien nommé. Et les portes s'ouvrent à 19h30, il nous reste encore quelques places, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et à rejoindre Palo Alto et Alain Damasio. Ouais, c'est très simple. Enfin voilà, musicalement c'est génial aussi. Hein, ouais, voilà, c'est pas juste, tout à fait. Pas juste entendre des textes. C'est vraiment un concert, c'est vraiment de la musique. Et, Ouais. il y a des mots. Ouais. Vous avez fait ça une émeute musicale. Ouais. Une émeute musicale quand même. Bon. Ouais, c'est plus tranquille que ça. Ouais, Voilà, merci beaucoup. Merci.